Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 28 août 2025 et nos amis Richard D. Wolff et Michael Hudson sont de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Richard et Michael. Heureux d'être ici. Oui. Permettez-moi de commencer parce que Donald Trump a dit à propos du fait que les États-Unis tirent profit de l'Ukraine. Et voici ce qu'il a déclaré. Ils n'ont pas payé les 2 et ils ont payé les 5. Donc, comme vous le savez, nous vendons une quantité énorme d'équipements à l'OTAN. Nous ne dépensons pas d'argent, nous en gagnons. Mais je ne veux pas parler de gagner de l'argent. Je veux parler du fait que nous ne finançons plus l'Ukraine, mais que nous essayons d'arrêter la guerre ou les tueries en Ukraine. Donc nous vendons des missiles et du matériel militaire, des millions et finalement des milliards de dollars aux membres de l'OTAN. Nous sommes très amicaux et nous avons une excellente relation, mais c'était un voyage incroyable. Donc ce sont eux qui financent toute la guerre. Nous ne finançons rien. Je pense que c'est un point important à souligner, car beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Michael, vas-y. Quel est ton avis? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Donald Trump? Il dit qu'il veut arrêter les tueries, mais il envoie plus d'armes. Il essaie de gagner de l'argent avec les Européens. Qu'en penses-tu? Je pense que si vous voulez comprendre Donald Trump, il faut réaliser comment il a fait fortune en tant que propriétaire immobilier et comment les propriétaires pensent à s'enrichir. C'est ainsi qu'il envisage la manière dont les États-Unis vont s'enrichir. La clé pour un propriétaire de s'enrichir n'est pas seulement de percevoir des loyers, ni seulement d'acheter des immeubles pour les revendre avec profit, mais aussi d'obtenir une part des affaires qui se déroulent à l'intérieur de ces immeubles. Par exemple, un propriétaire qui possède une copropriété ou un immeuble en copropriété va louer un espace commercial au rez-de-chaussée. Cela pourrait être un restaurant. Lorsque l'idée de transformer l'immobilier new-yorkais en copropriété et en coop a émergé dans les années 1970, le propriétaire achetait un ancien immeuble commercial, le vidait, puis le revendait à des locataires qui allaient gentrifier ces anciens bâtiments commerciaux, comme sur Broadway ou une grande avenue. Ensuite, la coop incluait les magasins situés au rez-de-chaussée. Des amis à moi ont acheté des coops, de très beaux appartements traversant sur Broadway, et en quelques années, ils n'avaient plus aucun frais de charge à payer sur leur coop ou leur condo, car les magasins versaient un loyer si élevé qu'ils couvraient les charges de tout l'immeuble. Très vite, les propriétaires ont compris le filon. Là où je vis aujourd'hui, et tout cela a un lien avec la politique étrangère américaine, le propriétaire, lorsqu'il a acheté l'immeuble pour le transformer en condominium, a gardé toutes les boutiques du rez-de-chaussée pour lui, sans les inclure dans la copropriété. Ainsi, les 61 locataires résidentiels payent tous les frais de l'immeuble et le propriétaire garde pour lui seul tous les revenus des commerces. Eh bien, imaginez l'économie de cette façon. Notre immeuble est maintenant devenu très coûteux, avec des charges d'entretien élevées chaque mois pour payer nos taxes foncières, les factures de chauffage et toutes les opérations. Et le propriétaire gagne beaucoup plus d'argent que les locataires ne retirent de bénéfices de l'ensemble de la propriété. Eh bien, Trump dit, pensons à l'Europe, à l'Ukraine, au gouvernement étranger et à nos alliés, considérez-les comme un propriétaire. Tous leurs biens, toutes leurs richesses sont en fait traités comme faisant partie du fonds souverain américain. Et leur richesse est notre richesse. Et déjà depuis 1972, l'Amérique a réussi à faire en sorte que les pays européens lui confient leurs économies en les détenant en dollars, en les prêtant au gouvernement américain, par l'achat de bons du Trésor, d'obligations du Trésor ou d'autres titres américains.
Eh bien, aujourd'hui, Trump dit à l'Europe, et c'est particulièrement clair en Ukraine, nous voulons que vous assumiez les coûts de l'OTAN et que vous supportiez les coûts de la politique étrangère américaine. De plus, vous allez nous accorder des privilèges spéciaux. Nous allons bénéficier de certains avantages issus de vos biens publics. Prenons l'Ukraine comme exemple. Lorsqu'il a tenté de conclure l'accord sur ce qu'on appelait de façon risible les ressources en terres rares de l'Ukraine, qui se trouvent toutes dans la partie orientale, désormais rattachée à la Russie, l'Ukraine n'avait en réalité aucune ressource. Mais Trump dit, eh bien, nous allons créer un fonds, et tout ce que l'Ukraine possède dans le domaine public, ses services publics, ses droits miniers publics, tout ce qu'un gouvernement détient dans le domaine public, comme les terres et les forêts, va être intégré dans un système avec les États-Unis. Notre contribution, nous allons la partager à 50-50 ou selon une autre proportion désignée. Et tout ce que nous avons dépensé jusqu'à présent pour la guerre froide, tout ce que nous allons dépenser et tout ce que l'Europe dépense en achetant chez nous pour vous, cela constituera notre contribution à ce fonds. Donc tout à coup, rétroactivement, Trump dit que tout ce que vous pensiez être un don est en réalité un investissement que nous voulons voir remboursé. Ce que vous voyez aujourd'hui et que vous verrez en Ukraine et en Europe, c'est exactement ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale. Lorsque la Première Guerre mondiale s'est terminée, les Européens s'attendaient à ce que, puisque l'Amérique était leur allié, tout le monde oublierait et pardonnerait l'argent dépensé pour gagner la guerre contre l'ennemi. Mais les États-Unis ont dit, c'est vrai pour ce que nous avons dépensé en tant qu'alliés. Effectivement, pas de facture. Mais avant que nous soyons alliés, nous vous envoyons beaucoup d'armes et nous voulons maintenant que vous payiez pour ces armes. C'était le défaut fatal du traité de Versailles. L'Europe devait payer l'Amérique pour les dettes interalliées liées aux armes, tout comme l'Ukraine se voit aujourd'hui facturer rétroactivement les armes que les États-Unis y ont envoyées. Eh bien, cela a conduit les Alliés à dire « Nous ne voulons pas payer, faisons payer l'Allemagne ». Et bien sûr, le résultat, l'Allemagne ruinée, a mené au nazisme et à la Seconde Guerre mondiale. Cette exigence excessive de l'Amérique envers l'Ukraine va se traduire d'une manière ou d'une autre par « Ukraine, c'est à toi de payer ». Par exemple, le Fonds monétaire international a également accordé d'énormes prêts à l'Ukraine, en dérogeant à ses propres règles qui l'empêchent normalement de prêter à un pays en guerre. Le Fonds monétaire international a prêté plus d'argent que l'Ukraine ne pourra en générer au cours des 20 ou 30 prochaines années, une servitude de dette permanente. En somme, les États-Unis disent « Eh bien, il se peut que tu doives tout cet argent aux États-Unis. » Nous allons certainement vous aider à rembourser le FMI en vous faisant vendre vos matières premières à des entreprises minières américaines, à des entreprises agricoles américaines, à BlackRock et à d'autres sociétés, et vous pourrez utiliser ce que vous recevrez en paiement de la vente de vos terres et de votre domaine public pour rembourser le FMI et commencer à partager tous les profits, tous les revenus tirés de ces ressources que vous conservez, avec nous, afin de payer toutes les armes que nous vous avons fournies. C'est une nouvelle forme de mercantilisme qu'on appelle le néo-mercantilisme. C'est le type de revenu rentier le plus exigeant, le plus exploiteur, le plus proche d'un repas gratuit que vous ayez connu depuis le colonialisme européen de la fin du XIXe siècle. L'Amérique est devenue une société de rentiers. Ce que Trump a rendu explicite, ce qui était toujours implicite mais jamais explicite auparavant, c'est que l'Amérique doit être la bénéficiaire financière immédiate, à court et à long terme, de tout accord commercial,
d'investissement ou monétaire que nous concluons avec d'autres pays. Et c'est fondamentalement la mentalité de rentier. Comment obtenir quelque chose sans rien donner en retour? C'est ce que fait une économie de rentier. Eh bien, en 1944 et 1945, l'Amérique pouvait au moins dire « Nous voulons que le monde entier s'enrichisse grâce à une économie ouverte. Il y aura les mêmes règles pour tout le monde, les règles des Nations Unies, les règles monétaires internationales, les règles de la Banque mondiale et les règles commerciales. » Tout cela était censé signifier que chaque pays pouvait tirer profit de ses relations avec les autres pays. Trump a déclaré qu'il n'y aurait qu'un seul bénéficiaire. Votre gain est notre gain. Si vous êtes notre allié, notre partenaire commercial ou une entreprise étrangère qui investit aux États-Unis, nous en récoltons les bénéfices. Nous obtenons au moins une part de vos profits. C'est comme si l'Amérique était le propriétaire des investissements étrangers, qu'il s'agisse d'une entreprise automobile allemande, d'une entreprise japonaise ou d'une entreprise taïwanaise d'informatique. Vous devez nous donner une part de vos profits. Les autres pays sont traités exactement comme Trump traite Intel, le fabricant de puces électroniques aux États-Unis. Trump a dit, « Vous savez, l'administration Biden vous a attribué, nous avons prévu de vous accorder toutes sortes de soutien, de développer notre industrie des puces électroniques. Tout cet argent qui vous a déjà été promis sous forme de subvention va vraiment... Vous devez nous rendre quelque chose. Vous devez considérer cela comme un investissement dans votre capital social, et cela représente environ 10% de l'ensemble de vos actions ordinaires. Vous devez nous donner vos actions ordinaires, 10% d'entre elles, afin que nous puissions partager vos bénéfices. » Eh bien, évidemment, il s'agit d'une exigence rétroactive. C'est une analogie très proche de ce que les États-Unis exigent de leurs alliés européens. Si vous voulez accéder à notre marché, vous devez nous offrir quelque chose en échange. Tout comme un acheteur américain qui souhaite acquérir un appartement dans notre immeuble, il doit assumer l'ensemble des charges de copropriété, y compris celles des locaux commerciaux du rez-de-chaussée. Et nous, en tant que propriétaires, récoltons tous les bénéfices issus de ce qui constitue une propriété indépendante et commercialement viable. Il s'agit donc de découper et de segmenter les économies étrangères afin que le gouvernement puisse extraire ce qu'il peut de sa propriété sur les services publics privés, les monopoles, les terrains, les droits miniers, les forêts et tout le reste. C'est désormais aux États-Unis de payer pour cela. Eh bien, vous pouvez imaginer que c'est pour cela que nous n'avons pas eu beaucoup de nouvelles à rapporter cette semaine, car je pense que tous les Européens, Poutine est en Chine pour les rencontrer, je crois que Modi va bientôt s'y rendre aussi, tout le monde se demande comment faire face aux exigences des États-Unis. Est-ce vraiment intéressant de traiter avec le marché américain si cela doit être une opération perdante pour nous? Existe-t-il une alternative que nous pourrions poursuivre afin de conserver la richesse que nous créons au lieu de la remettre aux États-Unis pour qu'elle soit dissipée dans la guerre froide? Il y a un obstacle qui nous empêche de gagner de l'argent sur le marché des BRICS, le marché asiatique et d'autres marchés que les États-Unis cherchent à isoler. Richard, je pense que l'un des points clés dans ce que Michael vient de dire, c'est la mentalité de rentier de Trump. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque peu déroutant. Permettez-moi de vous poser cette question. La mentalité de rentier de Trump en politique étrangère représente-t-elle un changement fondamental dans la diplomatie américaine? Ou s'agit-il simplement d'une extension extrême des stratégies américaines de longue date visant à tirer un avantage économique des alliés et des rivaux? C'est un peu des deux.
C'est la continuation d'un empire dans des circonstances nouvelles et modifiées que le succès même de cet empire a engendré et qui maintenant menace cet empire. Donc il doit faire des choses qu'il n'avait pas à faire auparavant. C'est ce que vous voyez. Donc oui, c'est un peu une continuité et un peu des mesures nouvelles et désespérées. Le simple fait que Michael doive dire, à la fin de ce qu'il vient de nous expliquer, que Xi Jinping, M. Modi, M. Poutine et d'autres se réunissent à Pékin, c'est déjà un signe qu'ils font ce que Michael décrit. Bien sûr qu'ils vont discuter d'un problème commun qu'ils partagent tous, à savoir le comportement des États-Unis qui n'agissent plus comme avant. Les présidents précédents n'imposaient pas de tarifs douaniers à tout le monde. Les présidents précédents n'ont pas frappé les Canadiens, ni les Mexicains, ni maintenant les Indiens. Et ils doivent réagir à cela, et ils le feront. Mais je veux revenir au premier extrait que vous avez diffusé. Monsieur Trump se félicitant d'avoir fait payer les Européens. Permettez-moi d'expliquer quelque chose, car le public américain est tellement habitué à ce qu'on lui dise que ce qui se passe dans le monde est dû aux États-Unis qu'il ne comprend pas quand ce n'est pas le cas, et donc il ne comprend pas ce qui lui arrive. Michael et moi nous moquons de façon critique des Européens depuis un certain temps maintenant, à cause de leur soumission envers les États-Unis à tant de niveaux. Ils sont désormais dirigés par des responsables politiques qui sont littéralement serviles envers les États-Unis. Starmer, Macron, même Meloni, Scholz, tous. Mais cette fois, je veux leur tirer mon chapeau. Les Européens, parfois, comme cela arrive, les serviteurs surpassent le patron. Et c'est exactement ce qu'ils viennent de faire. Voici comment cela fonctionne. Ils essayaient désespérément d'empêcher M. Trump d'abandonner la guerre en Ukraine parce que c'est une cause perdante et il n'aime pas être associé à des échecs. Et pourquoi? Parce qu'il a déjà été associé à tant d'échecs. Toutes les entreprises qu'il lance échouent. D'accord? Donc il voulait se retirer. Et il a dit à plusieurs reprises aux Européens, « J'en ai assez. Nous en avons assez. Nous n'allons plus continuer. » Les Européens sont devenus désespérés. Toute la politique de l'Europe occidentale consiste à être le partenaire junior des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est tout ce qu'ils connaissent. C'est ainsi qu'ils ont tous fait carrière, en agissant de manière encore plus servile que les autres politiciens, ce qui explique pourquoi nous n'avons jamais entendu parler des autres et que nous connaissons tous leurs noms. Donc bien sûr, ils ne vont pas changer. Ils ne le peuvent pas. C'est ce qu'ils sont. Comment pourraient-ils amener M. Trump à changer d'avis? Ils ont tout essayé. Tout a échoué, sauf une chose, qui a finalement fonctionné. Ils sont allés voir les entreprises militaires américaines et leur ont dit, « Si M. Trump se retire, il n'aura plus besoin de tous les missiles et de tous les avions que vous lui vendez et qui vous rapportent une fortune. » Si vous regardez leurs actions au cours des 3 dernières années de la guerre, vous verrez que c'est ce qu'ils ont fait. Alors les Européens leur ont dit, « Voici ce que nous allons faire. Nous allons donner à M. Trump l'occasion de dire au peuple américain, « Je ne paierai plus pour eux. Mais vous ne perdrez pas le marché. » Car M. Trump vendra ce que vous produisez à nous, les Européens. Vous garderez les commandes. Elles continueront d'arriver. Nous continuerons de tirer des missiles sur la Russie et sur l'Ukraine. Nous continuerons d'utiliser toutes les armes. Votre activité est assurée si vous travaillez avec nous, les Européens, pour offrir cette solution à M. Trump. Ce ne seront pas des dollars américains, ce seront des euros. Et c'est là que je rejoins Michael. Nous avons amené les Européens à financer le complexe militaro-industriel des États-Unis. Et cela ne va pas s'arrêter. Ce n'est que le début. Il est donc très important que vous le compreniez. Voilà le côté positif.
Voici le côté négatif. Les Européens vont maintenant devoir trouver d'énormes sommes d'argent pour acheter l'équipement militaire que M. Trump va leur vendre. Et où vont-ils trouver cet argent? Ils vont devoir s'endetter encore plus. C'est ce que fait l'Allemagne. Et ils vont devoir réduire leurs dépenses de protection sociale pour libérer des fonds publics afin de tout payer. Cela va donc accentuer le conflit social dans toute l'Europe, car leurs classes ouvrières sont organisées, contrairement à celles des États-Unis. Ils ont les organisations nécessaires pour protester. C'est pourquoi le 10 septembre est la date à retenir, car c'est ce jour-là que les Français ont annoncé qu'ils descendraient dans la rue pour paralyser le pays en raison des menaces qui pèsent sur l'État-providence. Le nouveau budget de M. Macron supprime des jours de congés payés, réduit les pensions, augmente les franchises sur l'assurance maladie et impose toute une série d'autres mesures terribles. Mais ne reculons pas. Alors qu'ils vacillent, les Merkel, les Macron, les Starmer, ils ont prouvé qu'ils savaient manipuler M. Trump. Ils ont essayé plusieurs choses. Cela n'a pas fonctionné. Ils ont persévéré et ont fini par trouver une solution. Ils continueront à faire affluer les armes et les missiles en provenance des États-Unis. Le complexe militaro-industriel sera satisfait. Et la seule perte serait si M. Trump retenait les renseignements et la participation active de l'armée américaine en Ukraine. Et je pense qu'il ne le fera probablement pas. Donc cette guerre continuera, ce qui est une très bonne nouvelle pour les producteurs d'armement américains. Et pour les Européens qui rendent cela possible, c'est une très bonne nouvelle politique, car ils n'ont rien d'autre. À long terme, je pense que les conflits sociaux au sein de l'Europe vont s'aggraver, tout comme ils s'aggraveront à court terme avec ce programme. Et c'est de cela dont nous parlerons dans les mois à venir. Richard, je pensais quand tu parlais de... Juste pour prouver ce que Richard a dit, voici Lutnick qui parle de ce que Richard a dit. Et pourquoi le gouvernement américain ne devrait-il pas dire « Vous savez quoi, nous utilisons les services de Palantir. Nous aimerions avoir une part de Palantir. Nous utilisons les services de Boeing. Nous aimerions avoir une part de Boeing. » Il y a beaucoup d'entreprises qui font affaire avec le gouvernement américain et qui en tirent profit. J'imagine que la question est, où se situe la limite? Oh, il y a une discussion énorme sur la défense. Je veux dire, Lockheed Martin tire 97% de ses revenus du gouvernement américain. Ils sont pratiquement un bras du gouvernement américain. Ils fabriquent des munitions sophistiquées, je veux dire des choses incroyables, capables d'abattre un missile en vol quand il se dirige vers vous. Mais quelle est l'économie de tout cela? Je vais laisser ça à mon secrétaire à la Défense et au secrétaire adjoint à la Défense. Ces gars-là s'en occupent et y réfléchissent. Mais je vous le dis, il y a beaucoup de discussions à avoir sur la façon dont nous finançons nos acquisitions de munitions. Je pense qu'il y a beaucoup de paroles et maintenant, vous avez les bonnes personnes au bon poste et Donald Trump à la tête qui réfléchit à la meilleure façon de faire. Je vous le dis, la façon dont cela a été fait jusqu'à présent, c'était un cadeau. Lockheed Martin tire plus de ses revenus de SNU du gouvernement. Oui, je veux dire, c'est fascinant de voir une telle ignorance affichée. Aucune conscience de ce qu'ils sont en train de copier. Les arguments des nazis allemands étaient exactement les mêmes. Nous sommes en position de force. Nous achetons la plupart de ce qu'ils produisent. Ils dépendent de nous de 100 façons. Nous pourrions avoir une organisation plus efficace. C'est la même logique qui pousse une grande entreprise à racheter une petite. C'est plus efficace si elle est intégrée que si elle reste extérieure. J'adorais ça, parce que j'expliquais à ces gens, lors de séminaires où ils m'invitaient, parce que je suis professeur, ils supposaient que je pensais comme eux.
Et je leur disais, toute la logique économique qui célèbre le marché repose sur ces 27 raisons. The market is for these 27 reasons. If you buy a company, you are Si vous achetez une entreprise, vous détruisez le marché. Il n'y a plus de marché. Cela devient une opération interne. Vous critiquez l'Union soviétique parce que tout est interne au gouvernement. C'est exactement ce que vous faites. Et ils me regardaient comme de petits chiots qui viennent de faire une bêtise sur le tapis du salon. Ils ne connaissaient pas la réponse. Ils veulent que le professeur célèbre le marché alors qu'eux-mêmes le détruisent, qu'ils le refusent, et qu'ils vous expliquent à quel point nous pouvons être plus efficaces sans marché. C'est ça le fascisme. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de l'État qui gère des entreprises capitalistes afin que l'État impose le système capitaliste au profit des riches. Remarquez que lorsque M. Lutnick ou M. Trump en parlent, il s'agit des riches. Nous allons devenir plus riches. Nous allons avoir plus de PIB. Dans les pays socialistes, lorsque le gouvernement prend le contrôle des entreprises privées, il s'agit de sortir le pays de la pauvreté, d'augmenter les salaires. C'est complètement différent. Et je ne suis pas satisfait de ce qui se passe. Je n'approuve ni la Chine, ni tout cela. Mais il s'agit d'une fusion de l'État avec le secteur privé pour un objectif très différent, un ensemble de buts totalement différents dans le cas de la Chine ou de la Russie par rapport à ce que vous avez ici. Et c'est là toute la différence. C'est comme si tu ne comprenais pas. Oh, ce sont la même chose. Ils ont un président, nous avons un président. Oui, mais ce que signifie président diffère d'un pays à l'autre. Ce n'est pas parce qu'ils ont quelque chose de similaire qu'ils sont identiques. Je veux dire, c'est une façon de penser enfantine. J'ai entendu ça toute ma vie quand on me dit « Oh, Staline était un dictateur et Hitler était un dictateur. » Oh, bon sang. C'est vrai, ils urinaient tous les deux debout. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne les rend pas identiques, pour l'amour de Dieu. As-tu remarqué qu'ils se sont fait la guerre et se sont entretués en grand nombre? Ça pourrait te donner un indice qu'ils avaient quelques différences. Vas-y, Mike. Chaque économie est un marché. Le capitalisme financier est un marché. Le socialisme est un marché. Richard, j'essaye de comprendre ce que tu disais au tout début. Tu as dit que l'Europe avait eu une réaction positive envers les États-Unis. Je pensais que la réaction positive dont tu allais parler, c'était que l'Europe aurait dit « Eh bien, vous dites que nous devons maintenant payer les coûts de la guerre en Ukraine, alors que les États-Unis les ont payés auparavant, principalement en combattant avec des armes américaines. » Je pensais que la réponse de l'Europe aurait pu être « D'accord, nous allons nous battre en Ukraine, mais nous allons le faire avec le complexe militaro-industriel européen et allemand. » Nous allons le combattre avec Rheinmetall et les autres entreprises. En fait, la bourse européenne a augmenté davantage que la bourse américaine. Les investisseurs internationaux sur les marchés boursiers se détournent du marché américain pour se tourner vers le marché européen, et une grande partie de ces investissements va dans le complexe militaro-industriel européen. Cela aurait pu être la réponse de l'Europe en disant « Si nous devons supporter les coûts de la guerre en Ukraine, il faut que nous en ayons les moyens. » Et la seule façon d'y parvenir est double. Premièrement, les coûts budgétaires, notre propre déficit budgétaire qui est limité, et deuxièmement, les coûts de la balance des paiements. Richard, tu as souligné à juste titre que la seule façon pour l'Europe de pouvoir acheter des armes américaines selon les modalités décrites par Donald Trump serait d'emprunter de l'argent. Eh bien, c'est tout à fait exact. Si les Européens empruntent de l'argent, cela va créer une demande de dollars, essentiellement à partir d'euros. Cela va soutenir le taux de change du dollar,
exactement le contraire de ce que souhaite Trump, qui veut faire baisser le taux de change. D'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle un problème de transfert, qui est très différent du problème budgétaire interne. Tant que l'Europe insiste pour comptabiliser ses dépenses en dollars à l'étranger comme faisant partie de son économie domestique, il y aura bien sûr une réduction forcée des dépenses sociales. Et c'est pourquoi, comme vous le soulignez, les Français se révoltent, car dans quelques semaines, la dette extérieure de la France aura augmenté, obligeant Macron à augmenter très fortement les impôts. Ce que les Européens constatent, c'est en quelque sorte le même type de problème que rencontrent les Américains. Nous ne pouvons pas nous loger, nous n'avons pas les moyens de couvrir nos dépenses de base parce que le gouvernement a réduit ses dépenses sociales. Et à cause de toute cette inflation financière des prix de l'immobilier. Nous voyons donc les financiers, les banquiers, les propriétaires absents et les monopoles s'enrichir, tandis que nous devenons de plus en plus pauvres. C'est à cela que mènent l'inégalité et la polarisation, des révolutions, depuis la Révolution française. C'est donc une partie du problème. Et je pense que, si l'on parle de la manière dont les États-Unis essayent de faire supporter le coût de la guerre à leurs alliés, il suffit de regarder ce qui s'est passé en Corée du Sud ces derniers jours. Le président sud-coréen était ici, aux États-Unis, et les États-Unis disent, eh bien, vous allez maintenant devoir payer pour toutes nos troupes en Corée du Sud afin de vous protéger de la Chine. Et le président coréen a fait remarquer que la Chine est notre principal marché d'exportation. La Chine est notre principal marché d'importation. La plupart de nos relations se font avec la Chine. Pourquoi essayez-vous de nous forcer à choisir entre des relations avec la Chine, ce qui représente tout notre avenir économique, ou les États-Unis, où nous ne voyons pas d'avenir, car je ne vois pas comment nous pourrions gagner l'argent, les dollars, nécessaires pour payer l'armement de l'industrie militaro-industrielle américaine et votre occupation, sans pouvoir vous exporter nos voitures et nos produits électroniques. Et vous venez d'augmenter les droits de douane pour nous empêcher de vous exporter des voitures et des ordinateurs. Donc vous avez rendu impossible pour nous d'assumer les coûts du soutien à la défense militaire américaine. Peut-être avons-nous une solution. Peut-être qu'avec seulement $100, nous pouvons rencontrer les Chinois et dire « Faisons la paix, pas la guerre. Concluons un pacte de non-agression et restructurons notre commerce. » Nous réalisons que nous avons perdu des économies pour tout. We realize that we've lost the U.S. market forever. We are willing to tell the United States what Iraq. Nous sommes prêts à dire aux États-Unis ce que l'Irak leur a déjà dit. Sortez de notre pays. Nous ne pouvons pas nous permettre votre présence. Nous n'avons pas l'argent pour vous payer. Et nous n'allons pas dévaluer notre monnaie en achetant des dollars afin de financer votre occupation. Le coût d'être votre allié signifie la faillite nationale. Et nous ne pouvons pas nous le permettre. C'est essentiellement ce qu'a déclaré le président coréen. C'est ce que les partis d'opposition européens seront en mesure de dire une fois que l'actuelle direction de l'OTAN, Merz, Macron et Starmer, sera remplacée par des partis nationalistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui affirmeront « Nous ne pouvons pas accepter les conditions de la guerre avec la Russie que Donald Trump exige », c'est-à-dire devenir essentiellement une économie servile, une économie au service des États-Unis. Nous ne pouvons tout simplement plus nous permettre la guerre. Il est temps de négocier la paix. Trump a prétendu être un président de la paix, mais il est en réalité le plus grand président de guerre de l'histoire américaine. Il a déclaré la guerre sur plusieurs fronts, non seulement contre la Russie, non seulement contre Gaza, non seulement contre le Venezuela, mais aussi contre l'Azerbaïdjan, contre la Chine en mer de Chine méridionale et contre la Syrie en soutenant Al-Qaïda. Il y a la guerre partout à cause de Trump.
En réalité, cette guerre froide sur plusieurs fronts que Trump a étendue, la guerre de l'Amérique contre le reste du monde, ne peut pas être supportée par les pays étrangers. Ils ne vont pas payer pour la guerre de l'Amérique contre eux, une guerre conçue pour les empêcher de gagner l'argent nécessaire afin de financer cette guerre en commerçant avec la Chine, les BRICS et la majorité mondiale, qui représentent la zone de croissance du monde. Il n'y a littéralement pas d'alternative, comme le dirait Margaret Thatcher, à dire « Nous ne pouvons pas nous permettre la guerre froide selon les conditions américaines ». En réalité, nous pouvons négocier la paix entre nous et instaurer le type de relations commerciales multipolaires que les États-Unis prétendaient introduire en 1945. Ainsi, on assiste à une véritable scission dans la manière dont l'économie mondiale est organisée, comme nous en parlons depuis le début. Richard, puis-je juste faire un commentaire à ce sujet? Vas-y. Je voudrais revenir à mon histoire sur les Européens. La raison, Michael a raison, ce qu'ils préfèrent faire et ce dont ils parlent, c'est renforcer leur capacité militaire. Mais c'est, pardonnez-moi l'expression, des conneries. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne l'ont pas fait depuis 75 ans. Leur armée est risible, elle est trop petite, elle est mal équipée. Ils n'ont rien. Si les États-Unis retirent leur équipement militaire d'Ukraine, la victoire russe deviendra une déroute. On y est déjà à moitié. Ils ne peuvent pas l'arrêter, d'accord? Et ils apparaîtront aussi faibles et inefficaces qu'ils le sont réellement. Et ils le savent. Ce dont ils ont besoin de plusieurs années, même si cela suffira, pour essayer de rattraper leur retard de manière significative afin de disposer d'un appareil militaire crédible. C'est tout ce dont ils ont besoin. Et ils ont compris comment l'obtenir. M. Trump leur fournira suffisamment de matériel américain supplémentaire pour qu'ils puissent tenir. Ce qui signifie qu'ils ont désormais un immense intérêt à maintenir la guerre en Ukraine. C'est voilà ce qui se voit dans tout ce qu'ils disent et font. Et ils auront un allié de poids dans le complexe militaro-industriel américain, qui aura besoin que cette guerre continue afin de pouvoir vendre des armes à Trump qui les revend ensuite aux Européens. Donc, ils ont aligné leurs intérêts politiques. Ils vont faire durer cette guerre. Cela va durer encore 2 ou 3 ans. Cela coûtera cher aux Russes. Ils aiment ça. Et ensuite, espérons-le, ils auront dépensé l'argent. Le seul danger possible, c'est que la masse du peuple, les classes ouvrières en Angleterre, en France, en Allemagne et en Italie, interviennent et disent « Non, non, vous ne pouvez pas faire ça ». Je veux rappeler aux gens, lorsque M. Macron a essayé de retarder les retraites en relevant l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, nous avons eu quelque chose que le monde entier a remarqué, appelé le mouvement des Gilets jaunes. Et lorsque ce mouvement a atteint son apogée, M. Macron a retiré la proposition d'augmenter l'âge de départ à la retraite. La classe ouvrière l'a bloqué et elle va recommencer. Je pense que l'idée pour l'Europe de vouloir poursuivre une guerre relève du suicide militaire, et l'Europe sera anéantie en moins de 3 ans. Il y a quelques semaines, un missile appartenant à un pays européen a été tiré, je crois, sur une raffinerie de pétrole à Sotchi, en Russie, causant pas mal de dégâts. La raffinerie a dû fermer pendant un certain temps, ce qui a posé un gros problème. Quelques jours plus tard, un incendie et une explosion mystérieux se sont produits à Hambourg, en Allemagne, dans la raffinerie de pétrole là-bas. Et l'hypothèse, c'est que peut-être la Russie veut dire « Nous allons riposter de toutes les manières possibles. Vous, les Allemands, avez envoyé un missile. Peu importe s'il a été fabriqué en Amérique ou en Allemagne, c'est votre missile. Vous l'avez envoyé. Vous bombardez notre raffinerie. Nous allons bombarder la vôtre. »
Et comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises, ainsi que d'autres invités sur votre émission, Nima, la Russie a déclaré que si elle était touchée par un missile européen, et c'est la seule façon pour l'Europe de mener une guerre, elle n'a ni troupes, ni chars, ni armes. Si nous sommes touchés par un missile, nous riposterons de la même manière contre l'Europe. Et comme Trump l'a dit à l'Ukraine, si vous voulez vraiment mener une guerre, vous devez combattre l'attaquant. Il fait semblant que la Russie est l'attaquant, et non l'Ukraine, soutenue par l'OTAN qui attaque la Russie. Il se trompe complètement. Il a abandonné toute prétention d'être un médiateur honnête. Il représente la ligne dure, néoconservatrice, de la guerre froide contre la Russie. Et la Russie n'a pas l'intention de bombarder les États-Unis, mais elle est tout à fait prête à bombarder les Européens qui envoient des armes contre le territoire russe, et elle répondra sur le territoire européen. Et si l'Europe continue de dire « Nous sommes en guerre contre la Russie, maintenant c'est notre guerre contre la Russie, pas celle de l'Amérique », alors la Russie dira « Oui, nous sommes en guerre, kaboum, la guerre est finie, et l'Europe aussi ». Mais le conseiller commercial de la Maison-Blanche, Peter Navarro, estime qu'il s'agit de la guerre de l'Inde. Nous savons qu'ils imposent des droits de douane de 50% à l'Inde. Et voici ce qu'il a dit, Richard, en répondant aux journalistes. Des discussions avec l'Inde sont en cours en ce moment. Y a-t-il un potentiel pour qu'un accord modifie ce chiffre? Écoutez, c'est très simple. L'Inde pourrait obtenir une réduction de 25% dès demain si elle arrêtait d'acheter du pétrole russe et de contribuer à alimenter la machine de guerre. Est-ce qu'ils envoient ce signal? Non. Et voilà, c'est ça le problème. Je suis perplexe, d'accord? Parce que Modi est un grand dirigeant. Ce sont des gens, c'est une démocratie mature avec des personnes intelligentes à sa tête. Et ils nous regardent droit dans les yeux au sujet des droits de douane et disent « Nous n'avons pas les droits de douane les plus élevés au monde », alors qu'en réalité, c'est le cas. Il n'y a aucun doute là-dessus si l'on regarde les chiffres. Et ensuite, ils disent « Nous n'allons pas arrêter d'acheter du pétrole russe ». Qu'est-ce que cela signifie? On en a déjà parlé, mais cela vaut la peine d'en reparler à vos téléspectateurs. L'Inde achète du pétrole russe à prix réduit, puis les raffineurs indiens, en partenariat avec des raffineurs russes en Inde, le transforment et le vendent à prix fort au reste du monde. La Russie utilise l'argent qu'elle reçoit pour financer sa machine de guerre et tuer davantage d'Ukrainiens. Et ensuite, bien sûr, l'étape suivante, c'est que l'Ukraine vient nous voir, nous et l'Europe, et dit « Donnez-nous encore de l'argent ». Donc tout le monde en Amérique est perdant à cause de ce que fait l'Inde. Les consommateurs, les entreprises et les travailleurs perdent tous, parce que les droits de douane élevés de l'Inde nous coûtent des emplois, des usines, des revenus et des salaires plus élevés. Et puis les contribuables perdent aussi parce que nous devons financer la guerre de Modi. D'accord, la route vers la paix passe au moins en partie par le travail de New Delhi, je veux dire la guerre de Modi, parce que la route vers la paix passe en partie par New Delhi. Oui, c'est la guerre de Modi. Richard, votre avis? Oui, eh bien, Monsieur Navarro est économiste et je suis économiste. And I am an economist. And Michael is an economist. Et Michael est économiste. C'est là que nos chemins se séparent. Quand cet homme parle, j'ai en tête une expression qui résume bien la situation. Ce n'est pas la lumière la plus vive du lustre. Toute personne qui commerce avec la Russie gagne, d'une certaine manière, de l'argent grâce à cet échange, car c'est la raison même du commerce. Il est profitable pour les deux parties de se rencontrer. C'est ça le commerce. La Russie commerce, je dirais, avec au moins une centaine de pays dans le monde, dont l'Inde. Très bien, Monsieur Navarro a décidé que si vous commercez avec la Russie et que vous lui faites gagner de l'argent dans le cadre de cet échange, alors par conséquent, vous tuez des Ukrainiens. D'accord.
on that grounds, there should be an endless war. Sur ces bases, il devrait y avoir une guerre sans fin de tout contre tous, car M. Poutine pourrait dire exactement la même chose à propos des États-Unis et de tous ceux qui commercent avec eux. Vous générez des profits pour les États-Unis, qui sont taxés et utilisés par le gouvernement pour tuer des Russes en Ukraine. Donc je vais vous punir. Ce raisonnement est tellement stupide qu'il en coupe le souffle. Non pas qu'ils le disent. Ce sont de vieilles bêtises. Mais le fait qu'un homme, dans sa position, le dise avec toute la clarté et l'enthousiasme que ce pauvre type peut tirer de son âme, n'en dit long que sur lui et sur rien d'autre. Tells you only about him, not about anything else. If the Indians permitted the Americans to do Si les Indiens permettaient aux Américains de faire cela, ils inviteraient tous les politiciens du monde, pas seulement les Américains, à utiliser ce genre d'argument pour forcer l'Inde à faire des concessions. C'est pour cela qu'en général, on ne fait pas cela dans le monde. C'est pour cela qu'aucun autre pays n'impose des tarifs à tout le monde, et encore moins pour justifier sa position dans une guerre. La guerre en Ukraine passe par Washington, D.C., qui a pris la décision de pousser l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Tout le monde qui n'est pas naïf le sait. Si vous le souhaitez, vous pouvez alors utiliser cela comme argument pour arrêter de commercer avec les États-Unis. Mais personne ne le fait. Seulement M. Navarro et M. Trump qui embauchent M. Navarro et se retrouvent ainsi dans le même panier. C'est une manifestation de désespoir extraordinaire. This is extraordinary desperation. This is nonsensical junk. C'est un non-sens absolu. Mais cela aura, et cela a déjà, d'énormes conséquences. L'Inde, vous savez, est une économie qui souhaite croître comme l'ont fait les Chinois. Et c'est une tâche immense. C'est un pays pauvre. C'est un pays très vaste, plus vaste que la Chine aujourd'hui. Ils ont beaucoup de travail difficile devant eux. Ils n'ont pas besoin de ces obstacles. D'un autre côté, ils doivent adopter une vision à plus long terme. Et c'est pourquoi M. Modi est actuellement en Chine, où il y sera dans les prochaines heures, s'il n'y est pas déjà. Il s'y rend parce qu'ils vont essayer de trouver des solutions. Je paraphrase ici Michael. I'm paraphrasing Michael here. They're going to be figuring out how do you get around. Ils vont chercher comment contourner ce qui est devenu un État voyou. Si vous regardez et écoutez M. Navarro, toute personne qui fait des affaires avec la Russie aide indirectement la guerre en Ukraine. Eh bien alors toute personne qui fait des affaires avec quelqu'un qui fait des affaires avec la Russie est tout aussi coupable. Allons donc. Sur cette base, chaque pays punit chaque autre. Et c'est peut-être là où nous allons. Peut-être que le reste du monde va simplement ériger ses propres barrières tarifaires. Les Indiens décideront, d'accord, ils doivent faire une croix sur l'économie américaine. L'une des économies les plus riches du monde, ou la plus riche, sera désormais coupée du reste du monde. Nous l'avons déjà dit dans cette émission, et je vais le répéter. Après la Seconde Guerre mondiale, le nom que les États-Unis ont donné à leur politique envers l'Union soviétique était, je cite, la containment, endiguement. George Kennan a inventé ce terme et est devenu célèbre comme l'architecte au sein du département d'État de cette politique d'endiguement. C'était un mot simple, isoler l'Union soviétique pour qu'elle ne puisse pas contaminer le reste du monde. Voici l'ironie. Les États-Unis, en punissant le monde entier, l'un après l'autre, le Canada, le Mexique, l'Inde et ainsi de suite, s'isolent eux-mêmes. Ils pratiquent l'auto-endiguement, car cela deviendra un objectif stratégique majeur pour de nombreuses régions du reste du monde. Eh bien, il est vrai que Richard et moi sommes tous deux économistes. Mais la discipline économique ne s'appelle plus économie politique comme au XIXe siècle. Richard et moi sommes tous deux des économistes politiques. Mais ce n'est pas ainsi que la discipline se définit, et ce n'est pas ainsi que la politique économique étrangère américaine est menée. Ils ont laissé de côté l'aspect politique, et c'est précisément sur cette dimension
que l'Inde a répondu à la position des États-Unis. Modi a prononcé un discours très explicite en déclarant que l'Inde agit dans le cadre de ses droits souverains et que les menaces américaines de punir l'Inde avec des droits de douane à l'importation de 50% constituent une attaque contre la souveraineté de l'Inde, qui est son droit de commercer avec qui elle veut. Et le résultat, c'est que pour plusieurs raisons, les journaux ont affirmé que le président Trump avait tenté d'appeler Modi à 4 reprises. Modi a refusé de décrocher et d'accepter l'appel. Et la raison est évidente. Il sait que Trump va lui faire une demande. Il sait que sa responsabilité, il ne peut pas accepter cela. Nous avons déjà donné l'explication, nous sommes des pays souverains, nous ne pouvons pas accepter cela. Il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères de l'Inde a fait quelque chose que je ne pense pas que d'autres ministres des Affaires étrangères, certainement pas en Europe, ni même en Russie ou en Chine, aient dit explicitement. Ils ont attaqué personnellement le président Trump pour ses politiques. Pas seulement en disant que certains pays veulent ceci ou que les États-Unis veulent cela, mais le président Trump lui-même. Il existe aujourd'hui une hostilité très personnelle et on peut voir la tension qui règne en Inde. Les États-Unis veulent que l'Inde soit un marché pour leurs exportations alimentaires. Depuis 1945, le principal fil conducteur de la politique étrangère américaine est de rendre les autres pays dépendants de ses exportations de céréales, dépendants de sa nourriture, de faire de l'alimentation une arme. C'est le cœur de la politique de prêt de la Banque mondiale, le cœur du soutien américain aux dictatures, depuis le renversement du gouvernement guatémaltèque jusqu'à l'imposition de dictateurs dans toute l'Amérique latine pour empêcher la réforme agraire, pour empêcher le remplacement de l'agriculture de plantation par la production de leur propre nourriture. Et tout le combat de l'Inde consiste à dire « Nous n'allons pas laisser l'Amérique utiliser nos besoins alimentaires comme une arme, en ruinant nos agriculteurs et en nous faisant évincer du pouvoir, anonymement, en trahissant les agriculteurs pour satisfaire M. Trump, en l'aidant à sauver l'agriculture américaine vacillante. » Ainsi, l'Amérique a formulé une exigence qui ne peut tout simplement pas être satisfaite. Et c'est précisément cela qui a accéléré le revirement brutal de Modi à l'égard de la Chine, en disant qu'il y a quelques décennies, voire quelques années, nous avions un problème militaire à la frontière avec la Chine. Mais cela est marginal. C'est dérisoire comparé au grand réalignement des relations commerciales entre nous et la Chine. Trade relations between us and China. This is just as Trump has C'est exactement comme si Trump avait accompli l'acte de paix en rapprochant la Russie et la Chine pour la prochaine génération. Trump a désormais rapproché l'Inde de la Chine et de la Russie. L'Inde était le maillon le plus faible des BRICS parce que de nombreux milliardaires indiens ont des liens avec les États-Unis. L'Inde a été tellement liée à la Silicon Valley et à tous les programmeurs et concepteurs informatiques indiens aux États-Unis, que, bien que les milliardaires indiens soient très pro-américains, parce que c'est là que se trouve leur argent, la population indienne est très nationaliste. C'est le parti de Modi, un parti nationaliste. Et donc on peut voir qu'en négligeant cette réalité politique, les États-Unis ont, comme d'habitude, obtenu exactement l'effet inverse de celui que Trump avait annoncé. Of the intended effect that Trump announced. Let me just spin out. I understand this is Laissez-moi développer cette idée. Je comprends qu'il s'agit de spéculation, mais c'est le genre de spéculation qui éclaire des points auxquels il faudrait réfléchir. Supposons que vous suiviez la logique de ce que Michael vient de dire. Alors voici peut-être l'accord qui se négocie en ce moment même à Pékin. Les Chinois, qui sont à la pointe de l'intelligence artificielle et de tout ce qui concerne les ordinateurs, les robots et tout le reste. Les Indiens, qui représentent une part disproportionnée de ce qu'est la Silicon Valley américaine. Et ils décident ensemble,
Nous n'avons pas besoin des États-Unis. We together don't need the United States. The Indians can come to Beijing. Les Indiens peuvent venir à Pékin et nous aurons la moitié de la Silicon Valley dans une banlieue de Pékin et l'autre moitié dans une banlieue de New Delhi. C'est de là que viendront toutes les avancées en haute technologie dans les années à venir. Oh là là, oh là là. Les États-Unis, je rappelle à tout le monde, représentent 4,5% de la population mondiale. L'Inde, la Chine et la Russie, près de la moitié de la population mondiale. Avec les BRICS, plus de la moitié de la population mondiale. Au final, la souris ne vaincra pas l'éléphant. The mouse will not overcome the elephant. Richard, you put your finger on the key role. Richard, tu as mis le doigt sur le rôle clé des technologies de l'information et des ordinateurs. Ce n'est pas simplement une rivalité. Il s'agit de deux systèmes informatiques différents. Il y a le système informatique d'IA américain et il y a le système chinois. Et les Américains, comme nous en avons parlé la semaine dernière, je pense que toute la fin de notre discussion portait là-dessus, l'Amérique essaie de monopoliser le contrôle sur l'architecture du système, de ce que seront l'intelligence artificielle et les puces informatiques, en espérant pouvoir utiliser ce monopole pour l'armer et le transformer en une dépendance étrangère vis-à-vis des monopoles américains pour la conception informatique. Si l'Inde change de camp, comme vous l'avez suggéré, et cela me semble logique, pour rejoindre la Chine et la Russie, cela constituerait une masse critique empêchant le reste du monde d'adopter la technologie informatique américaine, qui repose encore, je pense, sur COBOL, un langage que j'ai dû utiliser il y a 60 ans, ainsi que sur toutes sortes de technologies qui ont pris du retard. Cela mettrait fin à la capacité de l'Amérique à militariser l'informatisation. Les plateformes de réseaux sociaux et la fabrication de puces électroniques, tout l'ensemble des monopoles que l'Amérique pensait pouvoir utiliser comme arme, en plus du contrôle du commerce mondial du pétrole et de l'alimentation. C'est ce que Trump a fait en attaquant l'Inde, en disant « Voici à quel point nous pouvons vous nuire si vous ne devenez pas une colonie financière et militaire subordonnée à la nôtre. » Mais réfléchissez-y aussi, dans l'autre sens. Pourquoi Trump mettrait-il en danger la position des États-Unis? Réfléchissez un instant à ce que cela signifierait si l'Inde et la Chine, probablement deux des trois principales puissances du cloud computing, s'alliaient. Il faudrait être désespéré pour prendre un tel risque. Pourquoi s'attaquerait-il aux exportations indiennes? Rappelez-vous, il n'inclut même pas les produits pharmaceutiques, car ils bénéficient d'une exemption. Ils n'ont pas à payer la taxe de 50% parce qu'ils produisent la matière première et la base de l'industrie pharmaceutique américaine. Donc, il ne s'agit que de 50% de ce qui reste. Pourquoi prendrait-il le risque de donner à ces deux géants de la technologie du futur une raison de s'unir contre lui? Il faut être soit très stupide, soit très désespéré, ou peut-être un mélange des deux. Merci beaucoup, Richard et Michael, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Oui, c'est vrai, on découvre toujours des choses intéressantes ensemble, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Au revoir.